Bon, alors, dans une vidéo précédente, celle qui est intitulée Section des chapitres 11 et 12, on arrivait à la toute dernière section qui était la section 12.7 sur la statique et je faisais seulement présenter rapidement la théorie en disant à ces personnes-là il y a un an que ça ne serait pas à l'examen, mais pour vous, ça va être à l'examen. Alors, je vais aller regarder la fin de cette vidéo-là. Ça va faire un YouTube dans le YouTube. Et ensuite, je vais aller couvrir avec vous les quatre documents, deux exemples, les deux exercices qu'on aurait dû faire en classe ensemble. Alors, voici, on va aller regarder la fin de cette vidéo-là pour commencer. La statique. Alors, dans la statique, ce qu'on veut maintenant, c'est s'assurer qu'un objet comme un pont ou la toiture d'une maison demeure immobile. On veut empêcher qu'elle ne s'ébrouille. Si on demandait seulement que la somme des forces soit zéro, ça ne nous permettrait pas de résoudre complètement le pont, puisqu'on pourrait imaginer le pont pourrait être en mouvement à vitesse uniforme. La somme des forces serait zéro, mais ça ne garantirait pas le côté statique du pont. On doit rajouter une force. Un calcul, c'est que non seulement la somme des forces dans tous les axes doit être zéro, mais également la somme de tous les moments de force doit être zéro. Ce qu'on veut dire, c'est que, supposons le cas échéant où le point d'appui du pont de ce côté-ci était déposé sur un sol qui est friable et qui n'est pas solide, eh bien, notre pont se mettrait à tourner et s'effondrerait. On doit donc faire en sorte que la somme des forces est zéro, mais également que la somme des moments de force soit zéro, pour empêcher le pont de se mettre en mouvement dans une direction ou dans l'autre. Appliqué à des poutres, ça nous permettrait de calculer l'importance, la force qui doit être maintenue à la charnière pour empêcher que la poutre s'effondre. Et bon, on aurait eu quelques applications. Il y avait des applications du point de vue de la biomécanique. Imaginez que ceci soit un bras, et où un bras, ici, c'est l'articulation de l'épaule. Si on tient un poids ici, quelle force se retrouve appuyée sur l'articulation de l'épaule? De la même manière, quand on pense à remplacer une hanche, eh bien, il faut savoir les forces qui sont appliquées à l'articulation au niveau de la hanche. Alors, il y a des applications du point de vue de la biomécanique. OK. Alors, on vient de voir que dans cette vidéo-là, on introduit la notion de la statique par laquelle, taisez-vous, M. Bernier, dans la section 12.7, on introduit la statique et on dit que pour qu'un corps soit immobile, il faut non seulement que la somme des forces soit égale à zéro, mais également la somme des moments de force. Or, dans la vidéo, on montrait deux exemples, l'exemple 12.11 et 12.12. Je vais aller couvrir ces exemples-là avec vous. D'abord, on va aller le regarder dans votre manuscrit et ensuite, on va regarder la solution PDF que j'ai donnée pour expliciter un peu les calculs qui, dans le livre, sont répartis sur 2 pages. Bon, on a une poutre de masse 100 kg qui est appuyée ici sur un mur par une charnière et tenue par une corde. Okay? La corde, pourquoi? Pour empêcher la poutre de tourner et de s'effondrer. On demande quelle est la tension dans le câble et quelle est la force exercée par la charnière. Bon, cette question-là n'est pas anodine et là, on va voir un peu ce que ça veut dire. Imaginez, j'ai ici ce câble-là qui, on sent bien qu'il développe une force vers la gauche. Or, on sent bien que ce câble-là développe une force vers la gauche. Il se trouve à attirer la poutre vers la gauche. Il faut donc qu'il y ait ici dans le mur
quelque chose qui soit capable de résister à cette force-là. Imaginez qu'on mette ici du papier de soie, la poutre va déchirer le papier de soie. Bon, je le dis en riant, mais ce sont de vrais calculs qu'un ingénieur doit faire. Évidemment, nous, quand on accroche un tableau au mur, on ne se pose pas ces questions-là. Mais imaginez ici encore le cas échéant où on a une poutre, on a une charnière, la poutre est là, la poutre veut tomber à cause de la gravité. Or, un ingénieur ou un architecte va se demander quelle doit être la force des boulons qu'il va introduire dans le mur pour s'assurer que la tête des boulons ne casse pas et que la poutre ne tombe pas. Or, ce sont les genres de calculs qu'un ingénieur, un architecte doit être capable de faire. Je vous le répète, on ne fait pas ça quand on suspend un cadre au mur, mais j'espère que si vous devenez un ingénieur ou un architecte et que vous avez à faire la conception d'une tour à logement, que vous allez bien calculer les forces qui doivent être disponibles partout dans les poutres et ainsi de suite. Alors, on va aller regarder la solution que j'ai discutée de cet exemple-là. OK, alors notre méthode va toujours être la suivante. Les forces, par exemple, sur un élément allongé, comme une poutre, les forces vont être son poids. Alors, le poids, on va le mettre toujours au milieu, au centre de masse de l'objet en question. On va toujours se donner un système de coordonnées, les forces vectorielles et les moments de force aussi. Un système de coordonnées dans lequel on dit X, Y, et avec une flèche, on va indiquer le sens des moments de force positifs et à l'inverse, les moments de force seront négatifs. Les moments de force, par convention, sont positifs lorsqu'ils feraient tourner dans le sens anti-horaire et négatifs dans le sens horaire. Alors, regardons ici ce qu'on veut. On veut que la somme de toutes les forces soit 0 et la somme des moments de force soit 0. Alors, regardons ici dans cet exemple-là. Les forces, quelles sont-elles? Ben, il y a la force X de la charnière. On la postule positive vers la droite. On ne la connaît pas encore. C'est à la fin des calculs qu'on va savoir si elle est positive ou négative et quelle est sa grandeur. Et il y a la composante de la tension qui est vers la gauche, qui est donc négative, moins T cosinus de l'angle 30 degrés. La somme de ces deux forces-là doit être égale à 0. De même, en Y, il y a le FCY, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on postule, dont on postule l'existence. Et il y a la composante positive vers le haut de la tension dans la corde, donc plus T sin 30, moins le poids de la poutre, Fg égale 0, doit être égal à 0. Et là, on voit qu'on a deux équations, mais on a trois inconnus, Fcx, T et Fcy. Donc, on ne peut pas résoudre. On le voit maintenant que ce n'est pas suffisant de faire la somme des forces égale 0. On va aller regarder la somme des moments de force. Les forces qui peuvent mettre le corps, la poutre en rotation, ben, ni FCX ni FCY. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bras de levier par rapport à l'axe de rotation. Le poids, qui est situé à la distance L sur 2, et la composante perpendiculaire de T, donc qui va être donnée avec le sinus de 150. On a LT sinus 150 qui nous dit cette force-là ferait tourner en sens horaire, anti-horaire, donc positive, moins L sur D, le poids, fois le sinus, moins L sur 2 fois le poids de la poutre, fois le sinus 90 degrés, notre équation 3. De cette équation-là, on voit que la seule inconnue, c'est la tension T. On a tout ce qu'il faut pour la calculer et aller la réintroduire soit dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Dans l'équation 1, ça nous donne, on a le 981 qui se retrouve ici, et on est capable de résoudre pour la composante X de la charnière, 850 newtons. On fait la même chose pour l'équation 2, et on peut résoudre pour la composante Y de la charnière. Donc, ça nous dit que la charnière doit être capable de faire une force horizontale vers la droite de 850 newtons et verticale vers le haut de 491 newtons. On va aller maintenant regarder l'exemple 12.12, dans le manuel.
Et ici, on se demande quel doit être le coefficient de frottement du sol pour que cette échelle-là ne tombe pas. Donc, on a un peintre qui a monté à une hauteur. Ici, c'est indiqué 5 mètres, mais en fait, c'est une erreur. Dans le texte, on dit bien 4,50 mètres. 4,50 mètres, une échelle de 6 mètres de longueur, et on donne la masse de l'échelle, la masse du peintre, et tout ce qui empêche l'échelle de tomber, c'est le frottement du sol. Le frottement, et on suppose, si l'échelle doit tourner, il va falloir que son pied se retire dans cette direction-là. Ce qui l'empêche de le faire, c'est le frottement statique du sol exercé sur l'échelle. Alors, je vais encore là aller regarder la solution que je vous en ai donnée dans le document PDF que vous retrouverez dans Moodle. Alors, encore une fois, on se donne un système de coordonnées avec le sens des rotations. On regarde la somme des forces. Quelles sont-elles? Ben, en X, il y a le frottement statique vers la droite et il y a la normale exercée par le mur sur l'échelle. Donc, Fs moins N mur égale 0. En Y, il y a la normale exercée par le sol sur l'échelle. Il y a le poids du peintre qui est ici et il y a le poids de l'échelle. Donc, FGP pour peintre et FGE pour échelle. La somme des forces doit être égale à 0. Encore une fois, on a deux équations à 3 inconnus. Le frottement statique, la normale du mur et la normale du sol. On écrit la somme des moments de force. La distance pour la normale du mur exerce un moment de force positive qui tendrait à faire tourner en sens anti-horaire. Elle est exercée à la longueur où se trouve entre l'axe de rotation et le mur, qui est donc la longueur de l'échelle. Il y a par contre les deux poids qui, eux, feraient tourner l'échelle en sens horaire, donc négatif. Le poids du peintre, à une distance LP, la distance par rapport à l'échelle, par rapport à l'axe de rotation où se trouve le peintre, fois l'angle, le sinus de l'angle entre le poids du peintre et l'échelle, ben, ça va être, c'est décrit plus bas, ça va être 152 degrés. Et de même pour le poids de l'échelle, la longueur où se trouve par rapport à l'axe de rotation, ça va être la moitié de la longueur de l'échelle, donc 3 mètres. Alors, tout ceci est illustré ici. La longueur qui mène au N-mur, c'est la longueur de l'échelle. La longueur qui mène au peintre, c'est H, donc 4,50 mètres divisé par le cosinus de 28, 5,097. La longueur où s'applique la force du poids de l'échelle, c'est la demi-longueur de l'échelle, 3 mètres. On introduit tout ça dans notre équation et on voit bien ici que notre seul inconnu, c'est la normale exercée par le mur. Et on peut donc résoudre pour la normale exercée par le mur. Selon notre équation 1, le frottement statique est égal à la normale du mur, donc on peut résoudre pour le frottement statique. Par notre définition d'une force de frottement, qu'on a vu au chapitre 6, le frottement statique est égal ou plus petit que le coefficient de frottement fois la normale exercée par le sol. On nous demande de résoudre pour le coefficient de frottement. Donc, on vient de calculer Fs qui est égal à N du mur. Il nous manque N du sol. Ben, la normale du sol, on la tire de notre équation 2. Elle est égale à 765,2 newtons. Et on va résoudre pour mu S doit être plus grand ou égal à Fs sur N sol, donc 0,433. OK? Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Je répète, on a écrit nos équations pour la somme des forces, nos équations pour la somme des moments de force,
les angles qu'on a pris par la coutume qu'on a développée au début du chapitre 12. C'est toujours l'angle entre le prolongement de la poutre et la force, donc c'est cet angle-ci. Dans le cas présent, c'est l'angle entre le prolongement de la poutre et le poids, donc c'est cet angle-ci, 152, et ainsi de suite. Il y a deux problèmes qu'on aurait également fait en classe, qui sont les problèmes 57 et 58. On va aller les regarder dans le livre et ensuite on va regarder la solution que je vous en ai donnée dans le document PDF. Or, dans le document vidéo, pardon, dans le livre numérique, on décrit le problème 57. Il y a une femme qui tient une sphère dans la main, son bras étendu, sa main. Il y a une sphère qui fait donc un poids vers le bas. Il y a le poids du bras lui-même, dont on met le centre de masse à une certaine distance, qu'on appelle le RS. Et il y a ici un muscle qui est le deltoïde, qui est relié ici à la charnière, l'articulation de l'épaule. On dit que ce muscle-là fait un angle de 16 degrés entre son point d'insertion par les tendons dans l'os du bras, un angle de 16 degrés, et on vous demande quelle doit être la force développée par le tendon, par le muscle deltoïde. Donc, également, les tendons doivent être capables d'assurer cette force-là pour ne pas se détacher littéralement de l'os. Et on demande quelle doit être la force de résistance développée dans l'épaule. Je répète ici, on demande quel est le module de la force du deltoïde et quelle est la force exercée par l'articulation. On va aller regarder la solution que j'en donne dans le document PDF que vous retrouverez. Bon, dans le dessin, il nous indique une force FE, force de l'épaule. Mais en réalité, à ce moment-ci, cette force-là, c'est notre inconnu. On ne connaît ni sa grandeur, ni son orientation, sa direction. On fait comme d'habitude, on se donne un système de coordonnées, x, y, avec la direction positive des moments de force. La somme des forces, quelles sont-elles? Ben, on présume une force FEX et une force FEY au moment à l'articulation de l'épaule. Il y a FEX qu'on ne connaît pas encore, moins la force du deltoïde fois le cosinus de l'angle 16 égale 0. Les forces en Y, ben, il y a la force EY développée par l'épaule et qu'on va calculer, plus la force FD, la composante de la force du deltoïde en Y, donc plus FD sin 16, moins le poids du bras, moins le poids de la sphère. Les chiffres sont donnés. Pour le bras, on donne 3,34 kg et pour la sphère, 1,36 kg. Qu'on multiplierait par la constante de l'accélération, 9,81 m². Bon, encore là, on voit qu'on a trop d'inconnus pour nos équations. FEX, FEY et FD pour deux équations, trois inconnus. On regarde le moment, la somme des moments. Il y a RD, c'est une distance qu'on nous donne. Le FD, notre inconnu, fois le sinus 164 qui est l'angle entre le prolongement du bras et le deltoïde, donc 180 moins 16. Moins RS qui est la distance à la sphère, fois le poids de la sphère, la masse fois 9,81. Moins RG qui est la distance au centre de gravité du bras, fois le poids du bras, doit être égalé 0. Dans cette équation-ci, la seule inconnue, c'est FD. On résout facilement en introduisant les chiffres. On trouve que FD est égal à 372 newtons. Ce chiffre-là, maintenant, on va aller l'introduire successivement dans l'équation 1 et l'équation 2. Dans l'équation 1, on va résoudre pour la composante X de la force qui doit être développée par l'épaule.
Et dans l'équation 2, on va résoudre pour la composante y. Et on va trouver que la grandeur de la force par Pythagore est 362,4 newtons. Et l'angle, ben, c'est l'angle dont la tangente est donnée par la composante y divisée par la composante x. Et on trouve que c'est 362,4 newtons à 8,96 degrés sous le bras. Bon, encore là, ça peut paraître quelque chose de complètement artificiel, mais justement, pour des membres artificiels, pour des prothèses qu'on devrait faire, ben, on doit faire ces calculs. On doit savoir si on remplace l'articulation de l'épaule, si on la remplace par une prothèse, ben, on doit savoir à quelle force doit être capable de résister cette prothèse-là. De même, si on met un bras artificiel, ben, on doit être capable de savoir comment le relier à cette prothèse-ci. Voilà. On avait un autre exercice qui était suggéré, c'était le problème 58. Bon, alors, dans ce problème-ci, on a une poutre qui est reliée à un mur, qui est reliée par un câble. On suspend une enseigne de masse 25 kg par deux câbles et on demande quelle est la tension dans le câble et quelle force doit être exercée par la charnière sur le mur. Je vais aller regarder de nouveau la solution que je vous en ai donnée dans le document PDF. Alors, comme toujours, on se donne un système de coordonnées. Ici, j'ai recalculé les angles. Il va y avoir un angle θ. La tension dans le câble est à cet angle-là qu'on va devoir calculer. Et les forces développées par la charnière, Cx et Cy. La somme des forces, ben, Cx moins T cos θ égale 0. En Y, bon, on a Cy plus la composante de la tension, T sin θ, moins le poids de la tige qui va être placé au milieu de la tige et le poids de l'enseigne qui va être placé au milieu de l'enseigne. On voit apparaître l'angle θ. Cet angle-là, ben, c'est l'angle dont la tangente est donnée par 2,55 divisé par 1,90, côté opposé sur le côté adjacent. On peut le calculer, 53,3 degrés, ce qui nous permet, ici on a 53,3, on peut donc calculer cet angle-ci entre la tension et le prolongement de la poutre à 126,7 degrés. Encore là, deux équations, trois inconnues, Cx, Cy et T. La somme des moments de force, c'est la distance du point d'appui de la tension, 1,90, fois T, sinus de cet angle-là, qui ferait tourner en sens antihoraire, donc c'est un moment de force positif, moins 1,275. Ça, c'est quoi? C'est la distance entre l'axe de rotation et le milieu de l'enseigne, fois le poids de l'enseigne, moins, bon, celui-ci est un moment qui ferait tourner en sens horaire, donc négatif, moins 0,95 fois le poids de la tige. 0,95, ben, c'est là où on met le centre de masse de la tige, donc la moitié de la longueur de la tige, et on résout pour la tension dans le câble, on trouve 224 newtons, qu'on va l'introduire successivement dans les équations 1 et 2 pour résoudre pour la force de la charnière, qui doit avoir une composante en X positive et une composante en Y positive également. On a résolu et on a répondu à la question. Or, ceci termine l'explication de la méthode pour résoudre les forces qui doivent être développées par des charnières ou par des câbles ou par des muscles dans des applications de statique.